Il est toujours étrange de commencer une histoire par sa fin. Avec Lucette, c'est pourtant ainsi qu'il nous faut procéder, puisque nous ne connaissons rien d'elle, à part sa pierre tombale, que nous avons découverte il y a un peu plus de 2 ans de cela, un peu par hasard. Fait déjà assez singulier, cette large et lourde pierre rectangulaire, grossièrement taillée, pas du tout ornée, sans aucune croix pour la consacrer, on l'a retrouvée posée à l'horizontale sur un puits, scellant ainsi pour l'éternité l'ouverture béante du trou. Ce puits avait été creusé dans la cave d'une grande maison bourgeoise du centre-ville qui fait aujourd'hui office de restaurant. Nous pouvons raisonnablement en déduire que Lucette est passée de vie aisée à trépas sournois à travers ce vieux puits oublié. Après une chute qui s'avérera mortelle pour elle. Mais déjà, les questions sont multiples. Cette chute, si chute mortelle il y a eu, était-ce un accident? Un suicide? Ou peut-être même un meurtre? Si l'on considère le fait que l'on n'a apparemment pas daigné repêcher son cadavre, que j'imagine à l'époque horriblement gonflé et bleui, pour le déposer ensuite dans la terre sanctifiée d'un cimetière, faisant ainsi d'elle une paria, une excommuniée, la laissant barboter à jamais seule dans une eau sale, verdie et croupie. Je pencherai pour la thèse du suicide. Acte volontaire, désespéré et fatal qui, comme tout bon catholique le sait, nous ferme pour le siècle des siècles les portes du paradis et nous voue aux très incandescentes flammes de l'enfer trop condescendants. Ah, Lucette. Lucette, que t'est-il arrivé? Quel sombre abîme as-tu traversé pour te pousser un jour à sauter placidement dans l'irrémédiable néant et mettre ainsi fin à tes jours dans la solitude obscure d'une triste cave? Ou alors, ce serait un scénario plus alambiqué. Peut-être même, cela pourrait paraître invraisemblable pour certains, mais à vrai dire, ce ne serait pas impossible. Est-ce un assassinat que son auteur ou autrice aurait déguisé par la suite en suicide, se défaisant de toute possibilité de poursuite judiciaire, échappant à une sentence mortifère de prison ferme et surtout évitant que son front soit couronné à jamais de la marque honnie du sacrilège Caïn. Et si tel est bel et bien le cas, qui a bien pu être assez malin ou maligne et en vouloir assez à notre Lucette pour la condamner à n'émettre comme ultime geste et parole que quelques bulles d'air désordonnées et paniquées
tout en grattant de ses ongles meurtris les froides et humides parois de ce gouffre sans âme. Pour en savoir un peu plus, nous pouvons aussi nous pencher sur les inscriptions gravées sur le marbre funéraire de Lucette, histoire de glaner d'autres indices sur ce qu'aurait pu être sa vie, ses amis, sa famille. Même si, autre détail étrange, on y a délibérément omis, comme il serait de bonne loi et de coutume d'indiquer sur toute autre pierre tombale, les dates de naissance et de mort de Lucette. J'avoue, je ne sais pourquoi, mais je me l'imagine mourir assez jeune. Peut-être avait-elle à peine atteint la trentaine. Mais il suffit des suppositions. Revenons à ce que l'on peut tenir pour certain. Alors, voici ce qu'on peut lire sur cette fameuse stèle. Ici repose le corps de dame Adélaïde Lucette Bossot, veuve de monsieur Paulin Morin, avocat, décédé à Napoléon-Vendée. Lucette, convoquée d'entre le monde des morts par trois poètes vivaces. Saltimbanques vivotant dans les virevoltes et les affres de leur temps présent et qui ne demandent pas leur reste. Môme de Villon, agitateur de phrases du haut Moyen-Âge, qui s'enduisait de cendres, déguisé en squelette, et récitait des vers dans les quartiers et les coins joyeux des villes qui déjà craignaient tout. Aujourd'hui, dans les bastions et les citadelles dortoirs, habités par des spectres bleus comme les dalles des écrans, qui quand la révolte gronde, à l'heure du péril des bottes et des passions monochromes, préfèrent fermer portes et fenêtres au passage des cortèges colorés contestataires et monter le son des chaînes d'infos qui les ligotent. Nous, collectifs drapés dans les flamboyances satinées de la poésie, comme des pilleurs de rêves, des diseurs de bonne aventure, nécromanciens sympathiques qui se meuvent sur des tapis de pages volantes jusqu'aux confins des bords du monde, par-delà les courants des forces intimes de nos imaginaires. Nous empruntons les circuits de poésie et de bohème, créatifs sur le fil alternatif de nos humeurs, ni apeurés, ni craintifs, tel le funambule. Sur sa corde, nous délivrons de son sort et rendons vie à Lucette. Quand on se pose ici ou là pour faire la lecture, nos récitations de textes sans filet, sans filon, et on avance pas à pas, mot après mot, guidé aux notes expertes du clavier qui porte. On l'emmène avec nous, Lucette, pour lui redonner goût, pour qu'elle se joigne à la fête. De sa malédiction, nous l'en avons extraite. La sortir de son trou, de sa geôle, de son puits ou de son oubliette. Mais quelle femme était-elle? Effacée et discrète, seulement compagne du notable, moins mari que maître, ou désinvolte et digne et fière, libre de dire et faire, impétueuse, qui ne s'arrange en rien du silence. Lucette, on l'incarne, et dans des époques différentes. On l'imagine voyageuse et ouverte aux splendeurs, friande de nos encres, de nos écrits et de leur mélopée. En bonne compagnonne,
elle partage avec nous les folles aventures qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous lui dédions. Lucette prend corps et forme dans presque tous nos épisodes. Devant un château, dans un récit médiéval, à la lumière des flammes d'un cracheur de feu. Ou au bord de l'eau douce, quand on contait des histoires salées d'océans et de pirates. Dans un alcôve sensuel d'un club privé, et qu'on s'épanchait en érotisme dans un effeuillage subtil d'idées salaces. Du fin fond d'un rêve funèbre, et sous le toit du bâtiment abandonné où bourdonnait le piano, et volait un aéroplane sous le soleil d'été. Elle est souvent de nos rêves, Lucette. Est-ce nous qui parlons beaucoup de nos songes, ou bien elle qui nous convoque à son tour dans une quête onirique? Une fois en voiture, pour un trajet aléatoire, nous assis sur la banquette arrière et qui tenions nos feuilles dans le carrefour giratoire. Et, à la fin, le rond-point final. Quand on parle au micro, de bouche, de goût, de divin mets et de vin, toujours elle nous accompagne. Je l'ai lu traverser une rue dans la salle obscure du cinéma sur une vieille bobine de films d'archives, nippée dans sa belle robe. Et aussi sous le froid, sous la pluie, sous le kiosque, au son de la toquée de samba. Elle était encore là. Et si les mots spirit et à Noël, dans un conte dystopique, toujours Lucette, encore, dans les mondes d'à côté, et même sur une autre planète, et dans notre premier naufrage. Oui, Lucette, dans toutes nos pages, parfois sur une ligne, souvent dans nos myriades de pensées, à jamais dans nos cœurs, pour avoir réussi à nous réunir, pour écrire, lire et jouer. Toutes ces heures, de jamais dans nos cœurs, pour avoir, je l'ai déjà dit, Lucette. 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 Pause musicale. Lucette dans nos pages, parfois sur une ligne, souvent dans nos myriades de pensées, à jamais dans nos cœurs, pour avoir réussi à nous réunir, pour écrire, lire et jouer toutes ces heures de bonheur fugace. Ah, ça écorche le mot bonheur en ces temps. Maintenant que j'écris ça, maintenant seulement, je me dis que c'est peut-être elle qui nous a jeté son charme et nous a convoqués, invoqués afin de la sortir de ce triste malheur. Peut-être l'aura de ses souvenirs avait-elle encore des choses à vivre et dire. Sommes-nous, quand tous trois sommes réunis, ces véhicules, ces passeurs d'âme qui perpétuent un peu sa vie? Lucette, on nous a dit, bien avant que nous la mettions en page, a eu une histoire de boulangerie. Ainsi, à une époque antérieure de l'actuel établissement des Halles, précédemment le restaurant, il y a eu longtemps d'installer un artisan boulanger. Un jour, celui-ci s'est rendu devant le café-restaurant d'aujourd'hui. Il a raconté que lorsqu'il pétrissait son art, les mains blanches de farine, il roulait les baguettes et toutes les sortes de pains sur la pierre tombale de Lucette. J'aime croire et en conclure que cette mystérieuse Lucette a bien toujours su retrouver du réel, briser ses funestes chaînes et reprendre de l'air. Si tu m'accordes une lance, dame ingénue, Lucette inconnue, eh bien, je te tends ma main. C'est le moment, on danse.
Blanche Lucette. Nous voilà à valser tous deux, tous trois, tous quatre, au beau tempo d'un poème langoureux. En cet instant, je te vois, Lucette, agile, virevoltée d'un pied ferme et pourtant souple, entre nos vers, nos chut, tes phrases, nos mots, ces paragraphes. Nous, tout ravis de voir ton joli corps collé serré contre nos reins et nos rimes, te prenant cette main que nous imaginons menue et mignonne, ne la laissant que le temps de saisir la plume pour t'arracher au silence de la tombe, de l'ennui et de l'oubli. Prépare-toi, chère Lucette, ma Lucette, tant désirée et fantasmée, à prononcer des mots doux que je suis sur le point de te prêter, de ressentir des sentiments fous, contradictoires et profonds que, du fond de mon imagination, je vais te faire naître. Oh, oui, Lucette, je vais faire de toi une femme romanesque. En essayant maintenant d'expliquer ton décès, que tes amis dans ce récit, ma chérie, diront tragique. Et pour ce faire, il faut que je revienne à mon point de départ, qui est aussi, dans cette virevolte d'outre-tombe qui est désormais nôtre, ta fin. Je veux dire, cette maison, ce puits, cette cave dont je veux repeindre les murs de soupirs haletants et parer du sol au plafond d'amours interdits. Oui. Revenons à l'hypothèse du meurtre. Saisissons ce fil rêvé et laissons-le inéluctablement se dérouler. Lucette, je te vois, après la mort de ton avocat de mari, veuve, comme nous dit ta stèle. Je te vois esselée, jeune encore, sans enfant, car votre union a pu être trop courte ou trop molle pour donner naissance à une quelconque progéniture. Et te voilà dans cette maison trop grande pour toi, dans cette détresse trop inconnue de toi, à sangloter la nuit à la faible lueur d'une bougie. Là, tu es posté devant ta fenêtre, dont tu as tiré les rideaux pour te garder de tout regard indiscret, tout en te ménageant la possibilité d'apercevoir les passants et de voir ainsi la vie continuer sans toi, contre toute attente. Tu es en train de soupirer, lasse, derrière ton voile qui s'agite sous l'effet de ton souffle pesant. Tu te sens comme de trop. Trop à l'étroit, sous le noir de ta robe moirée de deuil qui te prive pour l'instant de toute joie et de toute vision d'avenir. Tu as du mal à respirer, tu
Tu halètes, tu as mal, tu essuies le bord de tes yeux avec un mouchoir délicatement brodé. En fin de compte, tu l'aimais, ce mari, ce Paulin Morin. Du moins, tu le respectais. Tu ressentais pour lui, comme de la reconnaissance, une sorte d'amitié tranquille. Car à tout prendre, il a toujours été bon pour toi. Certes, cette union n'est pas née d'une quelconque passion, mais plutôt au départ d'un calcul. Un mariage de raison, disait-on à l'époque. Mais quoi? L'amour, aussi intense soit-il, ni ne met du beurre dans les épinards, ni ne paie aucune traite. Et toi, tu as misé sur ce poulain racé, ce Paulin de bonne famille. Et effectivement, tu n'as pas eu tort. Il t'a préservé de la faim, du besoin. Il t'a même doté d'une vie notable de mondain. Et il y avait de la tendresse entre vous. Ça, oui, tu peux l'attester à quiconque te demanderait. Mais est-ce cela l'amour? Est-ce cela l'amour? Ce qu'on appelle l'amour? L'amour avec un grand A. Songes-tu au détour de la page d'un roman d'aventure que tu aimes à lire pour te tirer de ta maudite torpeur, car ton cœur, de toute sa jeune vie, ne s'est jamais emballé, n'a jamais perdu ni constance, ni mesure, ni contrôle, en aucune occasion, en aucune situation. Est-ce cela l'amour? L'amour avec un grand A. Il faut dire que tu es plutôt timide, réservée, discrète et pondérée, disent de toi ceux qui te côtoient, et pourtant, le rouge te monte aux joues quand tu y penses. Maintenant, tu te surprends à attarder ton attention plus qu'il ne le faudrait sur ce domestique, celui-là qui partage depuis plusieurs années ton quotidien, au détour d'une parole banale, d'un ordre donné. Vos sourires se prolongent plus que de normal. Vos silences se chargent d'une tension qui te semble de plus en plus réconfortante et agréable. Oui, il a un je ne sais quoi, ce jeune homme, qui te trouble. Même si tu ne l'admets qu'à grand-peine, ce n'est pas son corps fier, noueux et musculeux, te dis-tu. Non. Il y a quelque chose chez lui, quelque chose en lui qui t'attire, quelque chose qui te titille, bien qu'il soit illettré, un peu rustre même dans ses manières. Tu peux lire dans ses yeux une infinie bonté, une infinie sagesse, de celle qu'on ne peut tenir que du bout du monde, que des confins du temps ou de la souffrance. Et plus il t'épaule dans ta solitude, plus tu t'étonnes à penser à lui. Il ne faut pas, te dis-tu. Tu le sais bien, mais ça s'imprime en toi, ça persiste. Ce sentiment qui peu à peu te perd, tout aussi bien qu'il te ravit. Non, tout vous oppose, c'est vrai, non, il ne faudrait pas. Comment une femme comme moi pourrait songer à une personne d'aussi basse extraction,
te demandes-tu parfois, et pourtant, cet être me touche. Cet être me touche, te réponds-tu sans hésiter, en ayant tout de même un peu honte. Jusqu'au jour où nonchalamment, sans y penser, comme ça, vos doigts se touchent pour une broutille, peut-être pour une simple lettre ou un outil quelconque que vous voulez en cet instant vous passer. Et là, au lieu que vos mains ne continuent leur naturel mouvement après cet imperceptible effleurement, elles s'arrêtent, ces mains. Ces mains, elles s'agrippent. Vous levez tous deux la tête et plongez soudain tout entier dans les yeux de l'autre. 7 secondes, pour toi, elles semblent durer un siècle. C'est comme une chute, un contre-vertige partagé, puisque lui aussi, c'est le jeune homme. Il t'attire vers lui, tout contre lui. De ses mains puissantes, il presse tes seins avant de coller ses lèvres contre les tiennes, et c'est tout ton corps qui flanche. C'est tout ton cœur qui flanche. Tu lui saisis la nuque et lui rends ce baiser fougueux, en caressant ses cheveux qui la hirsute, et sans réaliser encore ce qui t'arrive, tu te retrouves bientôt sans culotte, les cuisses offertes, données à ce sexe dressé. Dans l'obscurité de cette fameuse cave, tu serres des deux mains ses fesses, l'invites contre ton bassin. Il pénètre alors doucement en toi, et tu gémis. Tu jouis même, en lâchant pour la première fois de ta vie un « Mon amour, Bertrand, mon amour. » Bertrand est un sale type. Comme un Dr Jekyll et Mr Hyde de 1870, année du décès de Lucette. Moins de 20 ans avant la parution du roman de Stevenson en 1886. Bien sous tout rapport le jour, au domicile et à sa tâche de domestique dévouée. Et la nuit venue, une toute autre personne. Pas un sale type au sens du malfrat, du voyou ou du bandit. Pas un sale type aux yeux de l'État ou de l'ordre bourgeois qui ferait de lui un hirsute anarchiste, le couteau entre les dents, qui corps et âme s'évertuerait à changer la société et le cœur des hommes avec la beauté rageuse d'un poseur de bombes, un ravachol exalté 20 ans avant que celui-ci ne s'acoquine de la dynamite et du couteau, et fasse ainsi régner sur Paris un vent de terreur en rouge et noir, à poursuivre la plus belle des fichues idées, celle de revendiquer l'ordre sans le pouvoir, un ordre libertaire, l'ordre moral de la solidarité, l'ordre social dans la liberté, l'égalité, la fraternité, les vraies vertus, pas celles des frontons dévoyés. Non, Bertrand n'est pas ce sale type-là. C'est un vrai salaud. Un prédateur, un manipulateur, un toxique faussement gentleman, un beau parleur, dragueur compulsif et coureur de jupons. Les femmes sont ses proies. Psychotique, pervers, narcissique, dirait-on aujourd'hui. Un autocentré,
un égo malade, viol, agression, violence et coups. Les rues sombres et les murs suintants sont les seuls témoins de ces méfaits affreux et tragiques infligés à ces nombreuses victimes. Le bel homme est un dingue, un taré précurseur d'une longue lignée de détraqués du siècle. Il n'est pas un maniaque, ni même un assassin. Il n'a pas la rhétorique meurtrière d'un tueur en série comme le deviendra le londonien Jack l'Éventreur 20 ans plus tard. C'est un misogyne, chimiquement pur, un mélange rance de frustration, de passion froide, avec le pouvoir et la volonté farouche d'imposer ses désirs et ses pulsions autoritaires sur les doux visages qui rougissent, le sang aux tempes, la chamade apeurée des palpitants oppressés de terreur, ses mains enserrées au cou des gentes dames. Était-il un tantinet sincère, surpris, touché par leur fougueuse étreinte avec Lucette? Oh, que non! Il avait tout calculé. Il préméditait. Il fomentait depuis belle lurette de consommer, de posséder la belle Lucette. Un lubrique esthète de ses propres turpitudes mentales. Lucette n'est ni cacochime, ni valétudinaire, pour utiliser les termes de la médecine de l'époque. Elle n'est pas de faible composition, ni fragile sur son assise psychologique. Au contraire, en bonne santé, elle a toujours été forte et combative. La vivacité de corps et d'esprit fait personne. Plus d'une fois, elle avait soufflé son avis éclairé et pertinent sur telle ou telle affaire dont son mari devait plaider la cause au tribunal. Les deux portaient alors la robe. Ce mari alors, l'œil pétillant d'admiration dans leur grand salon, de voir sa compagne si opiniâtre et raisonnée, leur respect mutuel ne s'en trouvait que plus grandi. Alors, revenons-en au drame. Ils étaient là, tous les deux dans cette cave, l'appétit repu de ce festin charnel. L'une dans l'ombre du mystère de l'autre, et l'un dans ses indicibles malédictions de l'une. Déjà, chez Bertrand, pointait l'horrible bête, et l'instinct animal qui annonçait ses furibondes envies de tout déchirer dans les griffes de la nuit, de tout lacérer dans son brouillard d'idées noires, de tout gouverner, lui le domestique, dans son humeur d'orage et de tempête. Bertrand, mon amour, lui avait-elle dit dans un souffle chaud et haletant à son oreille. Ses entrailles en avaient sécrété une bile fielle, acide et bouillonnante. Lui avait-on jamais dit un jour ce mot « amour » précédé de son prénom? Il était enténébré, dans un raz-de-marée d'émotions contradictoires, la proue de sa raison submergée, noyée dans un océan de folie tourbillonnant. Bertrand, mon amour. Dans cette débordante fièvre, le rouge front, à moitié nu et chancelant, dans un excès foudroyant de pulsations sanguines, les yeux exorbités et zébrés de colériques éclairs. Il s'en prend violemment, ardemment, d'abord à toute la tête de Lucette, les cheveux, le cou, là où la peau est plus fine et exposée. Ses doigts s'agrippent, griffent et lacets, tirent, tordent, pincent et abîment le visage de sa dernière conquête. Le puits sera sa dernière couche, femme trop belle et légère qui succombe à son charme. Le puits,
gueule ouverte et béante au centre de cette cave, dans sa métamorphose en tombeau. Bertrand entreprend, de toute virulence, de faire chuter Lucette. Elle crie, le repousse, n'y comprend rien, ne sait plus ce qui se passe, suffoque, hurle, mord, pleure, souffre. Trop vite, elle s'en veut, trop tard, elle comprend. Le puits sera son dernier lit, la chambre d'une reine. Elle s'extrait en pensée, pour un moment retenue dans sa propre mort. Elle songe à toutes les autres femmes, à toutes celles déjà parties, mais aussi à celles qui sont vivantes encore, à celles à venir. Elle s'incarne en 1000 visages, elle s'implante dans un millier de cœurs, elle s'infiltre dans de cosmiques labyrinthes de connexions neuronales avant que ses yeux ne s'éteignent et hurle aux espaces infinis son message à chacune de ses sœurs, à travers le temps des âges, à travers l'axe temporel. Debout les femmes, debout! Lucette, dans sa chute, au fond de la noirceur, quitte en âme son corps pour ne jamais mourir et faire don de sa nature astrale pour, comme un fantôme, hanter la noirceur des hommes. Et comme un ange, à veiller sur le sort des femmes. Oui, applaudissez-la. J'aimerais terminer ce moment de célébration de Feu Lucette, 2 ans déjà, que ça passe vite, par une petite réflexion minaude sur l'existence et le sens qu'on aimerait souvent lui prêter ou qu'on voudrait parfois lui nier. Réflexion qui se part à demi du ton joli d'un amour certes courtois et badin, mais au fond très sincère. Car, quelle que fût la vie de Lucette, et peut-être fut-elle semblable à des millions d'autres vies anonymes comme elle, sans acte héroïque, ni épisode épique. Peut-être Lucette a-t-elle vécu la vie banale d'une propriétaire nantie, petite femme tranquille, s'épanouissant dans l'atmosphère feutrée de son confortable logis, voyant son existence paisiblement s'écouler jour après jour, la veille toujours identique au lendemain et à l'aujourd'hui, sans grand aléa ni détresse. Oui, malgré que le nom de Lucette ne soit pas resté dans l'histoire et qu'il n'a en apparence rien de mémorable, ni d'illustre ce nom. Eh bien ce nom, il est parvenu jusqu'à nous, par bien des circonvolutions et des hasards qu'il serait trop long ici de simplement imaginer. Oui, nous le connaissons ce nom, nous, les enfants rêvés de Lucette. Nous nous en sommes emparés de ce nom plus de 150 ans après son effective disparition. Nous nous sommes parés de ce nom pour aller chanter et proclamer 1000 fadaises baroques et sérieuses devant un public des plus variés, faisant revivre Lucette le temps
d'un accord subreptice de piano. Oui, il nous a servi de bannière, ce nom, pour réunir des personnes d'origine et d'horizons très différents, pour ne pas dire opposés, de les unir, ces personnes. Le temps joyeux d'un concert joyeux, se voulant libre et généreux. Il nous a tenus chaud, ce nom, dans le plus effroyable hiver, ou sous la plus incommodante pluie. Il nous est devenu tendre doudou, ce nom, dans un monde s'avérant de plus en plus dur et extrême. Coupe qui nous est ô combien douce amère, grâce à ce nom de Lucette, qu'au passage, je remercie. Nous voilà aujourd'hui, une fois encore réunis, partageant notre pain et notre temps si compté de mortels, sous le doux nom radieux et éternel de Lucette, malgré les nuages. Lucette, dont je me gargarise maintenant à satiété, et tire la réflexion qui suit après une parenthèse que je confesse un peu longue et sûrement quelque peu barbante, mais que voulez-vous, j'ai parfois l'agaçante manie d'être verbeux, mais peut-être Lucette l'était-elle aussi. Alors la réflexion, la voici. Peut-être, le vrai sens de notre existence ne peut demeurer que caché à nos yeux, complètement insondable pour nous, petits êtres imparfaits, à l'intelligence et à la perception fort réduite. Peut-être le vrai sens de l'existence ne se trouve pas là où nous le pensons ou le croyons de prime abord, mais qu'il s'immisce et se loge tout le long des plis et replis insoupçonnés et dérisoires de ce qu'on appelle notre vie. Peut-être ce sens réside-t-il au sein d'échos imperceptibles et lointains que produisent en secret une de nos paroles ou un de nos gestes à première vue anodins et dignes d'oubli. Peut-être, changeons-nous le monde, ou du moins influençons-nous un tantinet sa courbe et sa course à notre humble mesure par un baiser un jour donné à la volée, ou par un mot gentil prononcé entre deux portes, mots et gestes chaleureux qui changeront l'humeur de son destinataire. Destinataire qui à son tour dira ce jour-là une parole cordiale ou tendra la main ce soir-là à un inconnu. Inconnu qui à son tour se verra plus enclin le lendemain à aider son prochain. Prochain qui à son tour prendra le temps d'écouter un ami se retrouvant dans la panade. Ami qui à son tour... Mais je m'arrête là. Vous avez déjà compris mon idée. Je n'ai nul besoin de vous décliner ce phénomène à l'infini. Je n'ai pas à m'attarder en vous décrivant en détail chaque domino entraînant irrémédiablement dans son mouvement un autre, ne faisant pour autant pas plus de bruit dans sa chute qu'un minuscule caillou tombant au fin fond d'un vieux puits, ne troublant la surface de son eau qu'une toute petite seconde. Peut-être donc notre existence ne trouvera-t-elle un jour son ultime dessein que dans la bouche, le corps et l'esprit d'autres êtres humains que nous ne connaissons pas ni ne connaîtrons jamais, car ces êtres, ils ne viendront
que dans quelques années, voire dans des décennies, ou même dans plusieurs siècles, peut-être même seront-ils d'une autre langue et d'un pays totalement inconnu de nous, ces êtres, ce qui ne nous empêchera pas de les atteindre par bien des bonds imprévisibles de géants et bien des biais mystérieux, en inventant inexplicablement leur réalité par de tordus chemins papillons volant en rhizome, ce qui en retour ne les empêchera pas, eux, ces êtres, de prononcer fièrement le nom de Lucette comme un je t'aime. Un je t'aime déguisé, timidement avoué à la désespérante humanité. Merci à elle.